et bienvenue sur MAE News depuis le siège du Parlement européen à Bruxelles où la sous-commission des droits de l'homme recevait en audition Driss El Yazami, président du Conseil national des droits de l'homme au Maroc. Une audition qui a permis de faire le point sur les avancées démocratiques marocaines, mais aussi de répondre aux préoccupations des eurodéputés sur l'évolution de la situation des droits de l'homme au Sahara occidental et dans la région du Rif, avec le mouvement de contestation, le Hirak, dont certains éléments étaient au Parlement européen, chahutant d'ailleurs vivement la sortie du président El Yazami. C'est vraiment impartial d'une manière extraordinaire. Partial ou impartial? Impartial. Les prisonniers rifains dans le Rif. Et vous, M. Yazami, vous êtes là, en fait, vous êtes le compère de l'État marocain, comme il l'a dit, vous avez. Le 1er mars dernier, le journal officiel du Royaume du Maroc a publié la nouvelle loi du Conseil national des droits de l'homme, qui a été votée à l'unanimité par les deux chambres du Parlement marocain et qui élargit de manière significative les prérogatives du Conseil national des droits de l'homme, puisqu'il va devenir le mécanisme national de prévention de la torture et des mauvais traitements, en vertu du protocole optionnel de la Convention contre la torture, le mécanisme de recours pour les enfants et le mécanisme de recours pour les personnes en situation de handicap, ce qui veut dire que nous aurons un système national de protection plus élargi, plus cohérent, et en même temps, ça permettra au Royaume de remplir 3 engagements internationaux en matière des droits de l'homme qu'il avait contractés et qu'il devait remplir. Si nous essayons de faire un bilan de la mise en œuvre de la Constitution de 2011, qui est une constitution très avancée en matière des droits de l'homme, en termes de mise en œuvre, le point de vue du Conseil national des droits de l'homme, c'est que nous avons un bilan en demi-teinte, qui est ni totalement positif, ni totalement négatif, et vous me permettrez d'y revenir. La quasi-totalité, je dis bien, des lois en matière des droits de l'homme ont été votées. La quasi-totalité, mais il reste en même temps quelques lois importantes à voter. Alors les lois importantes, au minimum qu'il faut rappeler, c'est la loi sur le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, qui gère totalement maintenant de manière indépendante du ministère de la Justice la carrière des magistrats, notamment. Monsieur le Président Panziri a rappelé que je suis membre de droit de ce Conseil supérieur, qui est composé majoritairement de magistrats élus, et donc qui gère aujourd'hui, qui consacre. Deuxième élément important, il y a un an, c'est la mise en place du parquet indépendant du ministère de la Justice. Aujourd'hui, il y a un parquet national totalement indépendant depuis un an du ministère de la Justice. Il y a le statut aussi des magistrats a été voté, toute une série de lois. Mais en même temps, il y a la loi sur l'accès à l'information, la loi de lutte contre la violence à l'égard des femmes, mais il y a, me semble-t-il, 2 textes importants qui sont devant nous, qui n'ont pas encore été votés, et le Conseil national des droits de l'homme regrette de manière très très forte le retard mis dans l'adoption de ces 2 textes importants, qui sont d'une part le Code pénal et le Code de procédure pénale. La Constitution de 2011 a prévu toute une série d'institutions, comme par exemple l'Autorité pour la parité et la lutte contre toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, ou le Conseil supérieur de l'enfance et de la famille, etc., etc. Les lois ont été votées, mais aucune de ces institutions n'a été mise en place encore. Et je crois qu'aujourd'hui, une autorité comme l'Autorité pour la parité et la lutte contre toutes les formes de discrimination, ou l'instance de lutte contre la corruption, ou le Conseil de la concurrence, doivent être mises en place le plus urgemment possible pour jouer leur rôle, comme par exemple le Conseil national des droits de l'homme. Vous savez que cette année, nous allons abriter au Maroc la conférence des chefs d'État en décembre sur le pacte global sur l'immigration ordonnée et sûre, et aussi sur le pacte sur les réfugiés. Je tiens à signaler l'importance, de mon point de vue, de l'approfondissement des échanges, de discussions entre les parlements, mais aussi entre la Commission et le gouvernement marocain, au vu de la politique migratoire marocaine. Il y a, de ce point de vue, 3 éléments importants, me semble-t-il, qui sont 1. La nouvelle politique migratoire marocaine, nous venons d'achever la 2e régularisation, il y a 15 jours, un peu plus. Deuxièmement, c'est la feuille de route que Sa Majesté le Roi a présentée à l'Union africaine. Il y a, à mon avis, la matière à approfondir
quelques mois après la rencontre le sommet Union européenne, Union africaine d'Abidjan, il y a matière à approfondir les échanges. Et enfin, bien évidemment, c'est cette grande conférence qui se tient à Marrakech en décembre. Vous me permettrez, Monsieur le Président, pour finir mon intervention et commencer les échanges, de souligner 3 dynamiques sociales qui me semblent importantes dans la société marocaine, qui nous aideraient aussi à comprendre un peu plus finement ce qui se passe dans ce pays. La première dynamique, c'est l'intensité des débats sur des questions de société qui traversent la société marocaine maintenant depuis plusieurs années, comme par exemple sur l'héritage, ou l'avortement, ou la peine de mort, etc. Il y a sur ces questions ou les libertés individuelles, ou la liberté de conscience et de pensée. Donc il y a sur certaines questions très sensibles dans cette région du monde des débats publics. Et je pense que ces débats publics font partie du processus de consolidation démocratique qui est à l'œuvre. Bien évidemment, cela prend parfois des dimensions polémiques, mais ce sont, à mon avis, une réaction saine de la société. Deuxième élément, je pense qu'on en parlera, c'est l'intensité des mouvements de protestation sociale. Al-Hoceima, bien évidemment, tout le monde a cela à l'esprit, mais il y a récemment ce qui s'est passé dans une zone pas très loin, la ville minière de Gérardmer, où en ce moment même, il y a dans la société marocaine un grand mouvement de boycott de certains produits, de certaines entreprises. Je ne parle pas de la justesse ou pas de ce mouvement, mais fondamentalement, le succès de cette campagne révèle, à mon avis, au moins 2 questions à laquelle le Maroc et les autorités et l'ensemble des acteurs doivent répondre. Quelles sont les modalités de médiation entre la société et l'État? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a ces mouvements de protestation sociale montrent, de mon point de vue, une élévation du niveau de revendication et de conscience. C'est-à-dire, d'une certaine manière, les Marocains pensent qu'ils ont droit à des droits. Il y a 2 choses qui m'ont marqué dans l'intervention, c'est la défaillance du système par rapport aux droits économiques et sociaux et ce qui se passe au texte non encore voté sur le code pénal et le code de procédure pénale. Il y a un grand absent en dehors du Sahara occidental dans l'exposé, c'est le Hirak, le mouvement du Rif. Et cette contestation est une contestation économique et sociale, parce que cette région est une des régions les plus pauvres de France. C'est vrai, je ne cesse de faire des lapsus en ce moment. Je vais en Tunisie et je parle du Maroc. Excusez-moi. Donc cette région est une des régions les plus... C'est des relents de colonialisme que je maîtrise mal. Et pourtant, le Rif a été très rebelle par rapport à la colonisation. On a une préoccupation très, très grande ici dans le Parlement sur la question sahraoui, mais surtout en général sur la question de la Convention de la torture. L'année passée, j'étais observatrice à la cour de Salé, à Rabat, pour le trial de prisonniers de Ghesden Isik. Et on a vu comment le jugement, ce n'était pas trop juste. Mais surtout... pourquoi Mme Claude Mangin, comme M. Ivo il a mentionné, pourquoi elle est empêchée de visiter son mari? Nous partageons la responsabilité de protéger. C'est-à-dire que de mon point de vue, il est normal que vous vous occupiez des droits de l'homme au Maroc, comme dans tout pays du monde. Nous avons les uns et les autres, comme êtres humains, une obligation qui est celle de protéger les droits de tous les êtres humains là où ils sont. Et donc, pour moi, si vous voulez, il n'y a pas de question ni gênante ni pas gênante. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, vraiment remercier la Commission européenne pour son soutien. Notamment, nous venons de finir un programme de jumelage qui a permis au Conseil national des droits de l'homme d'entamer un grand programme de formation et de mise à niveau de ces équipes. Et je crois que c'est aussi le type de partenariat que nous avons envie de maintenir et de développer. Nous voulons être des partenaires en matière des droits de l'homme et pas des élèves. Et je le dis vraiment de la manière la plus simple. Nous pensons que nous avons entamé un processus de réforme dans notre pays parce que nous savons ce que nous avons souffert en matière des droits de l'homme. Nous savons ce que veulent dire les violations graves des droits de l'homme
que nous avons vécues dans notre pays dans les années 60 et 70 du siècle dernier. Et nous savons que nous avons énormément encore à faire. Au Sahara occidental, Al-Hoceima. Je n'ai simplement, pour une petite précision, ma chère Marie-Christine, nous avons beaucoup travaillé avec Marie-Christine à la Ligue française des droits de l'homme, il y a longtemps. Ça ne rajeunit de toute façon. Et c'est pour dire que j'ai parlé de Hoceima. Et à mon avis, puisque c'est une question qui vous préoccupe, vous me permettrez que 2 ou 3 minutes là-dessus. Nous suivons la situation depuis le 28 octobre 2017, c'est-à-dire au lendemain de la mort du commerçant Feu Mohsin Fikri. Nous avons une commission régionale sur place qui est en permanence, je dis bien en permanence, quotidiennement, en contact avec la famille, qui suit les manifestations. Nous avons envoyé 5 missions d'investigation, je dis bien 5 missions d'investigation, dès la première semaine pour rencontrer, y compris M. Zefzafi. Nous n'avons pas pu voir M. Zefzafi à l'époque, donc début novembre 2017, parce qu'il voulait que la rencontre se passe en direct sur Facebook. Or, comme nous faisions une mission d'investigation, les familles nous ont contactés dès le début des arrestations. Mais permettez-moi de dire que durant plus de 6 mois, les manifestations se sont passées pacifiquement. Et les forces de police ne sont pas intervenues. Ce qui est une preuve incontestable de la liberté de manifestation pacifique. Les arrestations ont commencé lorsque un local de police a été brûlé et assiégé, et lorsqu'il y a eu un discours politique dans une mosquée. Le Conseil national des droits de l'homme suit le procès avec 3 avocats observateurs. Nous rendons visite de manière régulière aux détenus à la prison de Ain Sebaa à Casablanca. La question des revendications socio-économiques de la population est incontestable, même si, contrairement à ce qui a été dit, la région n'est pas une des plus pauvres du Maroc. C'est une région isolée, ce n'est pas la plus pauvre, mais c'est un autre débat. Mais il est clair aujourd'hui que dans de nombreuses régions au Maroc, et bien avant d'ailleurs ce qui s'est passé à Al-Hoceima, la population marocaine demande la justice sociale. Et c'est incontestable. Notre travail, c'est développer les instances de démocratie participative. Pour que la population, moi clairement, je vais vous le dire, je le dis au Maroc, donc je vais le dire ici, sans aucun problème. Je pense qu'une partie des gens qui sont en train d'être jugés auraient dû être dans des conseils de participation. Donc, par exemple, le conseil de la jeunesse et de la vie associative, qui a été voté, qui n'a pas encore été mis en place. La question du Sahara occidental et des commissions. Je ne vais pas, vous savez tous, et ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, qu'il y a un mécanisme politique et un processus politique à l'heure. Nous avons des commissions régionales, 2 commissions régionales qui travaillent quotidiennement à Laayoune et à Dakhla. La présentation que vous faites sur Gdi Mizig est un peu incomplète. Ces gens ne sont pas jugés, n'ont pas été jugés parce qu'ils ont défendu le droit des citoyens du Sahara. Ils ont été jugés parce que, en 2010, il y avait un camp de protestation sociale qui a été démantelé, main nue, par les forces de l'ordre marocaines, main nue. C'est filmé et documenté. Il y a eu 11 personnes des forces de l'ordre qui ont été tuées. C'est documenté et filmé. Donc c'est ça qui a été jugé. Je ne dis pas qu'ils n'avaient pas des convictions politiques par ailleurs. Je dis que c'est ça qui a été jugé. Ils ont été présentés à un tribunal militaire, comme civils. Le Conseil national des droits de l'homme a dit que les civils ne doivent pas être jugés devant un tribunal militaire. Et la loi a été changée. Et ils ont été jugés devant un tribunal civil, en présence des observateurs internationaux, dont des parlementaires. Les verdicts étant ce qu'ils sont, nous continuons à suivre et à leur rendre visite. Pour Mme Mangin, je le dis clairement, l'article 74 et 75 de la loi sur les prisons au Maroc lui donne le droit de rendre visite à son mari, quels que soient ses points de vue par ailleurs. Et j'ai écrit au gouvernement marocain pour demander l'application de la loi marocaine. C'est l'article 74, madame, et 75 de la loi sur les prisons au Maroc. Aujourd'hui, le choix qui est devant un pays comme le Maroc, et je pense d'une autre manière devant la Tunisie, et les pays un peu de la rive sud de la Méditerranée, c'est comment réformer dans un minimum de temps. Vous savez mieux que moi que le processus démocratique est un processus de plusieurs siècles.
Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous permettre ces siècles. Nous voulons, parce que nous l'avons décidé, pas parce qu'une puissance impériale l'a décidé. C'est parce que c'est un choix. C'est ici que s'achève notre émission et je vous donne donc rendez-vous pour une autre émission MAE News. Pour rester informé, abonnez-vous à notre chaîne Euromed CDC. À très bientôt.